Pierre-Paul Lecroizat, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Numérilivre les langages symboliques de la quête de vérité. Alors, c'est un ouvrage de 450 pages qui est d'une grande rigueur logique. Pourquoi la quête de vérité ne se confond-elle pas toujours avec la réalité? Est-ce que nos vérités influenceraient la réalité? C'est la bonne question et c'est même une question centrale. La vérité n'est pas la réalité. Et je m'en explique, la réalité, c'est ce que nous sommes, c'est le monde dans lequel nous sommes, mais la vérité par rapport à la réalité, c'est la représentation que nous nous faisons de la réalité. Et je m'explique, je vais prendre une image très simple. Je suis sur un chemin, je me promène, j'ai une carte dans les mains pour me repérer. Sur cette carte, la route sur laquelle, le chemin sur lequel je marche est représenté par deux lignes. Ces deux lignes représentent le chemin sur lequel je marche et qui est réel. Elles disent que ce chemin est vrai. Je suis bien dessus et je peux le repérer. Et le village que je vois à côté, il est bien représenté par une masse, par des dessins sur une carte, par des symboles. C'est important d'ailleurs de le remarquer qu'il s'agit de symboles. Le cours d'eau qui passe aussi, il est représenté sur la carte. Il s'agit bien d'une représentation vraie d'une réalité, mais ce n'est pas la réalité. La carte est réelle, elle aussi, mais elle me dit que le chemin sur lequel je suis, lui aussi est réel. Seulement, elle ajoute une chose, c'est qu'en plus d'être réel, il est vrai. Est-ce que c'est plus clair? Alors, est-ce que ça voudrait dire que la carte n'est pas le territoire? Elle fait partie du territoire, en l'occurrence, puisqu'elle me suit et que je suis dans la réalité de ce chemin. Bon, tout ça sont des images. Mais pour dire que, en fait, la vérité est une représentation du réel. Mais pas n'importe quelle représentation. La représentation d'un individu, de celui que je suis moi, mais la tienne peut être différente et sera différente. Tout dépend de la vision que j'en ai, de l'angle d'attaque par lequel je le prends. Alors, justement, pour nuancer toujours, est-ce qu'on peut faire des nuances entre vérité, véracité et véridicité? Oui, ce sont des nuances qu'il faut faire, mais qui restent assez factices. Tout revient à la vérité et a des connotations sur la vérité. Véracité, c'est une forme d'approche de la vérité qui dit que je ne suis pas certain que la vérité soit là, mais je m'en approche. La véridicité est une autre connotation, je m'en explique dans le bouquin, mais je crois qu'il ne faudrait pas trop s'étendre là-dessus. Alors, que dire des contre-vérités? Est-ce que ce sont, comme on dit aujourd'hui, des fake news ou ce serait, comme on disait au Moyen-Âge, des inversions diaboliques? Est-ce que l'erreur est le contraire de la vérité? Alors, l'erreur n'est pas le contraire de la vérité, c'est la contre-vérité qui est l'opposé d'une vérité. Qu'est-ce que l'erreur? L'erreur, c'est ce qui permet de connaître la vérité. Alors là, il faut aller un peu plus loin. Prenons l'exemple que Karl Popper prend pour le principe de réfutabilité. Il est relativement simple et tout le monde peut l'aborder. Il dit, voilà, j'ai devant moi une population de signes blancs. Il suffit qu'il y ait un seul signe noir parmi tous ces signes blancs pour que je ne puisse pas dire que tous les signes sont blancs. Autrement dit, un seul signe noir réfute la vérité que tous les signes sont blancs. Le principe de réfutabilité nous dit que, en fait, il suffit d'une exception pour démontrer que la vérité est. C'est le principe que, en science, Claude Bernard a appelé la contre-épreuve. Face à une thèse, il faut qu'il y ait une antithèse pour prouver quelque chose. C'est pareil pour l'expérimentation. Donc, en fait, cela veut dire quoi? C'est qu'on ne peut jamais démontrer véritablement qu'une vérité est vraie, entre guillemets, mais on peut démontrer que son contraire est vrai. Ce qui est faux est vrai. Alors, la notion ou la différence entre vérité et erreur,
dépend de la perception que chacun en a. Ce qui est vrai pour l'un peut être faux pour l'autre. Je crois aussi que c'est Pascal ou Montaigne, je ne suis plus très sûr, qui a dit vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. C'est une belle image et elle est très vraie. Tout dépend de la perception, de la vision que l'on a, du point de vue. Alors, si tout change avec des points de vue, est-ce qu'on peut parler de vérité relative plutôt que de vérité absolue? Et qu'en pense Platon? Et que devrait ou que pourrait en penser le franc-maçon en 2022? Vérité relative et vérité absolue, voilà un thème essentiel. Le franc-maçon croit à une vérité qu'on peut qualifier d'absolue, ou plutôt à une vérité qui pourrait regrouper tous les hommes autour de sa notion. Il est évident qu'on ne peut pas l'atteindre, cette notion de vérité absolue, parce que si on l'atteignait, d'abord ça deviendrait une certitude, on n'aurait plus rien à chercher. Et comme la démarche maçonnique, c'est la recherche de la vérité, on serait dans la panade. Plus sérieusement, cela veut dire qu'il faut se donner un but. Je vais prendre une autre image, celle de la perfection. On dit que le maçon doit rechercher la perfection. Il ne sera jamais parfait. Ce n'est pas un saint. On ne sont pas des saints. Mais il va rechercher une démarche de perfectionnement. Et pour pouvoir avoir une démarche de perfectionnement, donc s'améliorer, il faut qu'il ait un but, qu'il se donne une idée de ce qu'est la perfection pour tracer un chemin de perfectionnement vers cette démarche, ou plutôt pour emprunter cette démarche de perfectionnement qu'il recherche. C'est pareil pour la vérité. Il faut se donner une idée de la vérité pour donner un sens à sa vie et puis construire tous les jours ce sens à travers de petites vérités quotidiennes, donc relatives. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un grand philosophe a dit qu'il n'y a de vérité que de quelque chose. On lui donne toujours une nature. On parle de vérité philosophique, de vérité scientifique, de vérité humaine, de vérité artistique, etc. Autrement dit, on la décline. On la décline même à travers des grands principes. Pourquoi? Pour lui donner corps, pour la matérialiser, pour s'en faire une idée plus précise et pouvoir la développer dans un contexte qui est celui donc de l'art, qui est celui de la philosophie, qui est celui de la maçonnerie et de bien d'autres. Si l'analogie est une restructuration de la réalité, quel est son rôle dans la méthode maçonnique? Je dirais plus loin que la méthode maçonnique. Quel est son principe? Quelle est sa finalité dans toute pensée humaine? Aujourd'hui, où on est capable de faire des analyses sur l'imagerie du cerveau, avec les neurosciences, on s'est aperçu en fait que l'homme ne raisonne que par analogie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent dans la nature, dans son environnement, il le traduit en analogie de ce qu'il a déjà stocké dans sa mémoire pour lui donner un sens, une signification. En fait, la démarche, elle est relativement simple. Il y a une appréhension du monde par les sens, une sensation, et puis ensuite, cette sensation se traduit en information, c'est une information qu'on reçoit, que l'homme reçoit, cette information est traduite en mémoire, on compare à ce qu'on sait déjà, ce qu'on a stocké dans notre mémoire, et on l'interprète. C'est bien de l'analogie que l'on fait systématiquement, et le symbolisme étant une démarche analogique, eh bien, la démarche maçonnique, on va dire en priorité, pour faire plus simple, en priorité, la voie à emprunter, la franc-maçonnerie l'a compris avant tout le monde et la science le confirme aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que les vérités ésotériques concernent surtout l'homme, ou plutôt l'humanité, et sont-elles des vérités humanistes ou réservées à une spiritualité? Je ne pense pas que les vérités ésotériques soient réservées à une spiritualité, et notamment à une spiritualité qui serait spécifiquement maçonnique. La spiritualité, à mon avis, est beaucoup plus large. La spiritualité, elle est soit religieuse, soit profane.
C'est l'esprit qui réfléchit et qui cherche une ligne de vie à se construire. Donc, le champ est beaucoup plus large et on peut être profane et croyant et avoir une démarche spirituelle. Alors, les vérités qu'elle recouvre, suivant l'optique religieuse ou pas, seront différentes. Le maçon qui a une connotation déiste, bon, bien sûr, va rechercher une vérité absolue en Dieu. Les maçons de la Grande Loge et de bien d'autres obédiences se donneront un principe déiste sur lequel construire leur démarche de vie. Et puis, au Grand Orient, la liberté de conscience fait qu'on attribuera à cette spiritualité le principe que l'on veut ou ne pas lui attribuer de principe et simplement avoir une démarche sociale. Ce qui veut dire que suivant les obédiences et suivant les choix que chacun fait, il y a tout un éventail de démarches à connotation spirituelle ou plutôt d'esprit, je préfère le terme dans ce cas-là d'esprit, que tout franc-maçon peut acquérir et développer. Eh bien, Pierre Pelle-Lecroizat, merci pour cette somme de travail dont la quatrième de couverture nous dit que vous avez mis 50 ans pour la réaliser. Et j'ai cru comprendre que ça n'est qu'un début, car il devrait y avoir une suite. Alors, quel sera votre prochain ouvrage? Alors, mon prochain ouvrage sera la seconde partie de ce livre sur la vérité. Ce premier livre est une ouverture. Je déblaye le chemin, j'essaie en tout cas d'ouvrir le chemin sur ce qu'est la vérité, aussi bien dans le monde profane que dans le monde ésotérique maçonnique. Dans une deuxième approche, le deuxième livre s'appuiera sur ce premier ouvrage pour reprendre plutôt à travers les notions de pierre brute, pierre taillée, pierre cubique à pointe et pierre cubique à pointe de diamant, c'est-à-dire que je donnerai une connotation à cette pierre, à travers ces images, à travers ces symboles, puisque la vérité s'appuie sur des symboles, je développerai une approche des vérités que les hommes ensemble peuvent construire. Eh bien, Pierre Pelle-Lecroizat, merci pour votre travail et donc à très bientôt. Merci à vous.